Oui, bonjour à tous. Alors cet accord IBM Apple, quelle est son origine et quelle est finalement notre analyse de ce qui est en train de se passer sur le marché? Pour nous, l'analyse, c'est pas tellement dans un premier temps l'objet connecté. La révolution, elle est arrivée il y a 6 ans avec l'iPhone. Vous savez, quand l'iPhone est arrivé, ça a fait rire beaucoup d'analystes qui disaient il n'y a pas de port USB, il manque ceci, il manque cela. Et au-delà de l'iPhone, l'impact qui nous semble majeur, c'est maintenant l'arrivée des apps. Parce qu'effectivement, on ne parle plus d'applications, on parle d'apps. Alors, quelle est cette révolution des apps? D'abord, elles sont partout, pour tous les utilisateurs. On en a abondamment parlé. Un smartphone, on l'utilise pour certains d'entre nous 100 à 200 fois par jour. Mais par contre, au-delà de ça, ce qui est fondamental, et ça explique en partie l'accord, c'est que l'expérience utilisateur est complètement transformée. À la fois dans l'app elle-même, où on s'attend à une application extrêmement simple. Donc la grande leçon de Steve Jobs, c'est finalement la richesse d'une application, c'est faire moins, c'est faire le juste suffisant. Donc ça nous a amené, nous, et IBM, même avant l'accord, à se dire, ça fait 100 ans qu'on fait de l'informatique, et il y a une profession qui nous manque, c'est des designers. Nous, on sait faire des écrans, 80 colonnes, vert sur noir, fait par des ingénieurs pour des ingénieurs. Je caricature à peine. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée 4 centres de design, Shanghai, Londres, San Francisco et New York. Et il faut qu'on écrème toutes les écoles de design et qu'on recrute 100 à 150 designers par an. Cette profession, elle n'existait pas chez nous. Du junior jusqu'à l'exécutif designer. Le deuxième élément important, c'est que là j'étais à Las Vegas où on présentait tous nos produits Big Data, on avait invité 15 000 clients. Les nouveaux produits, jusqu'à présent, c'était des ingénieurs qui montraient les features. Voilà ce qu'on va sortir. Il y a 72 nouveaux features. Et là, c'était des designers qui disaient, voilà ce qu'on va faire. Et qui dialoguaient avec les clients. Qu'est-ce que vous en pensez de l'expérience utilisateur? C'est pas uniquement là où on met les icônes, c'est l'expérience. Donc, dans l'app, il faut avoir cette simplicité. Deuxièmement, l'expérience utilisateur, et ça, c'est aussi beaucoup plus profond, c'est le fait que, quel que soit le canal, on arrive à travailler de manière homogène. Que ce soit dans un call center, sur le mobile, sur le web, sur un PC. Et c'est loin d'être le cas. Là, la semaine dernière, j'ai eu l'expérience avec un fabricant de chaudières, un des leaders de son marché, chaudières à domicile. Je suis allé sur le site web, j'ai réussi à trouver des chaudières, puis je me suis dit, bon, il doit y avoir une app, je trouve une app, et dans cette app, il n'y avait pas les mêmes chaudières, ou quand c'était la même, il y avait très très peu de contenu, et donc j'avais 2 expériences complètement différentes. Et ça, aujourd'hui, ça sera de moins en moins acceptable. La bonne nouvelle, c'est que la technologie, aujourd'hui, et je vois des banques qui refont le RSI, leur système d'information, sur le poste de travail. Ils conçoivent le poste de travail, l'application, d'abord pour les mobiles et les tablettes. Et la même application, c'est la bonne nouvelle, elle s'exécute aussi sur le poste de travail. Donc finalement, on passe dans un mode mobile first. On conçoit d'abord des apps avec une ergonomie pour le mobile. Troisième élément fondamental dans cette évolution, c'est que bien sûr, ces apps, elles vont appeler des services dans le cloud. Et des services qui ne sont pas uniquement les services de l'entreprise, et qui sont les services d'un écosystème. Ce qui a de grandes conséquences. La première conséquence, c'est qu'on parle d'écosystème. On ne peut plus tout faire seul. Et donc, créer un écosystème, ça veut dire, en particulier pour nous qui sommes un éditeur logiciel et qui avons une certaine manière de travailler, ça veut dire que pour attirer un grand écosystème, il faut rentrer dans le modèle freemium. Donc le modèle freemium, c'est que vous allez dans le cloud et vous avez nos nouveaux produits. Alors bon, bien sûr, c'est 2 sur 3000, mais c'est ça qu'on est en train de faire. Ces nouveaux produits qui sont gratuits. Vous les utilisez et ensuite vous êtes facturé à l'usage avec des modes de facturation très faibles à l'usage. Et c'est comme ça qu'on arrive à recréer un écosystème, ce qui est nouveau pour nous, avec beaucoup de startups, mais même de grandes entreprises. Ce qui veut dire, alors quand on est une entreprise aujourd'hui, avoir un site web, c'est plus suffisant. Ça, c'était l'Internet des années 90. Les entreprises modernes, elles avaient un site web, on parlait d'e-business, pas uniquement des publicités, mais aussi transactionnel web. Aujourd'hui, pour créer dans ce nouveau monde ces plateformes cloud pour les applications mobiles, il faut offrir des API. Alors là, il y a deux remarques de nos clients. Moi, certains clients me disent, mais attendez, mais des API, donc des API, c'est des interfaces pour appeler des services.
avoir la localisation avec Google Maps, c'est un API, avoir là pour une banque, obtenir un prêt ou interroger son compte, c'est des interfaces. Donc certains clients me disent, moi ça fait déjà 20 ans que j'ai des API, je ne vous ai pas attendu, donc tout ce discours sur les API, franchement c'est du bullshit commercial. Et je leur dis, écoutez, alors, mettons-le à œuvre. Voilà, je suis IBM, j'utilise, là c'est avec un transporteur, j'utilise votre service de transport. J'aimerais que vous me créez en 1 heure, un portail pour les développeurs d'IBM qui expose un certain nombre d'interfaces d'API, qui les socialise pour m'expliquer comment je vais les utiliser, qui les sécurise, et ensuite vous avez de l'analytique pour savoir ce que j'utilise. En 1 heure. On démarre. Bon, là on me dit, non, nous on peut pas faire ça. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Par contre, je vois des sociétés françaises qui me disent, écoutez, un CTO, un Chief Technical Officer, qui me dit, écoutez, j'ai organisé avec notre COMEX, c'est que des subdeco, des HEC, des énarques, on a organisé un comité stratégique sur les API que nous allons exposer. Au départ, quand je me suis inscrit pour plancher au comité exécutif, on m'a dit, attends, tu vas nous parler de quoi? Un truc informatique, des protocoles incompréhensibles. Eh bien, il me dit, ça les a passionnés. Parce que les API que j'expose, c'est des services business, et ça a passionné le comité exécutif. Et ça fait déjà 2 clients qui me disent ça. Donc, les grands providers vont offrir des API, et les startups, là l'exemple de Cars.com, il est intéressant. Cars.com, son SI, exposé sur le cloud, accessible par tous les devices, eh bien, il a certaines fonctions en propre, mais il utilise beaucoup de services, de back-office, des services cognitifs IBM, sinon on ne l'aurait pas présenté, des services d'assurance pour assurer un véhicule, des services de financement, des services pour trouver le véhicule disponible chez un concessionnaire. Donc on voit que des startups se créent avec ce type d'écosystème. Bon, l'impact des mauvaises apps, il est fondamental. Là, on vient de faire une enquête avec Forrester il y a un mois. On a interrogé un certain nombre de 300 personnes en entreprise et puis 1 millier de consommateurs sur l'impact d'une mauvaise app. C'est-à-dire une app qui n'est pas suffisamment simple, dont l'expérience finalement n'est pas bonne. Et les retours, c'est, vous qui êtes adepte des processus, les retours c'est oui, une mauvaise app, et j'en ai chez moi, elle me rend mon process plus difficile. Ou je refais 2 fois la même chose, je la refais différemment. Je rentre des choses, puis en fait ça ne suffit pas, et donc je vais ailleurs. Pour les consommateurs, c'est encore plus drastique. D'abord, ils désinstallent immédiatement une app, on le fait tous, dont on ne comprend pas tout de suite l'usage. Et puis surtout, de manière plus grave, l'app, c'est la vitrine de l'entreprise, donc ils considèrent que si l'app n'est pas bonne, je n'achète pas les produits de cette entreprise. C'est fini. L'expérience, en tout cas, il faudra reconquérir ce client, et ça coûte cher. Donc, pour tirer la conséquence de tout ça, aujourd'hui, le mobile, malgré tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur son importance, c'est quand même vu comme la 5e roue du carrosse. C'est-à-dire dans un système d'information, on fait des tonnes de choses, puis on se dit, tiens, je vais faire une app mobile, ou 2 ou 3, et puis je vais, voilà, c'est un canal de plus. Et si le mobile et les apps sont stratégiques, ça ne doit pas être un canal de plus. Ça veut dire que dans le SI d'entreprise, on doit avoir au cœur, non pas une plateforme web, comme on a eu jusqu'à présent, mais au cœur, une plateforme pour gérer la mobilité. Et donc, à gauche, vous voyez en fait ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps, non pas sur la partie haute, qui est l'expérience utilisateur, le design, le fonctionnel, mais on passe beaucoup de temps sur les problématiques d'en dessous. La sécurité. J'ai rencontré un grand client français qui me disait, on a déployé une app avec des outils divers et variés de sécurité sur nos mobiles. Eh bien, je dois me connecter, je dois saisir 4 fois mon mot de passe. Parce que le device se met en veille, je saisis le mot de passe. Après, je rentre dans le container des applications, c'était une banque. De la banque, j'ai un mot de passe. Je lance l'application, j'ai un mot de passe. Cette application appelle un service d'une autre application, j'ai un 4e mot de passe. Ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est un exemple. Donc, sécurité, opération, App Store d'entreprise, engagement, marketing mobile, tout ça, il faut avoir une plateforme. Pour diminuer le temps passé sur cette quincaillerie. Nous, on est des quincaillers. Notre travail, c'est de diminuer cette partie-là et se concentrer sur le métier. Donc, des exemples de plateformes. Là, j'ai mis Rodet Schwarz parce que ça me faisait penser à mes fabricants de chaudières. Avoir une plateforme globale pensée pour les mobiles. Donc, une des grandes problématiques, on va le voir, c'est l'accès aux données. Accès aux données pour les collaborateurs, accès aux données pour les clients. Donc, ces plateformes, finalement, ça a des coûts significatifs. Et progressivement, c'est ça que l'on va mettre en place.
Ça, c'était notre constat, nous, IBM, avant que Tim Cook travaillait chez IBM avant d'aller chez Apple. C'est pour ça qu'on avait quelques connexions avec lui. Avant qu'on commence à se dire, finalement, on pourrait être complémentaires. Donc là, je passe dans une présentation. Alors, c'est là qu'on a appris à travailler avec Apple et avec des vrais designers. On a l'interdiction de toucher à 1 pixel de chacun des slides que je vais présenter. Alors moi, j'ai dit, mais c'est en anglais. On m'a dit, tu te présentes en anglais parce que c'est une présentation corporate, stratégique, impossible d'y toucher, jusqu'à ce qu'on la traduise. Donc l'objectif, c'est de transformer l'entreprise mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire amener finalement toute l'entreprise, son savoir, ses données, ses processus, en un seul point d'impact, qui est une tablette ou un smartphone. Donc c'est un challenge quand même très élevé. Quand on est habitué à des... je sais qu'il y avait un présentateur allemand tout à l'heure, mais quand on est habitué à certains logiciels allemands avec des menus et des transactions, tout amené sur 5 pouces c'est un vrai challenge. Donc l'idée, ça a été de se dire, finalement, pourquoi ne pas combiner des devices extrêmement bien pensés, l'iPad, l'iPhone, et au-delà du device et du matériel, surtout une plateforme qui a 4000 API. Des API pour la santé, des API pour se sécuriser avec l'empreinte digitale. Dans la banque dont j'ai parlé, l'idée c'est de dire vous mettez l'empreinte une fois et ensuite vous n'avez plus besoin de saisir vos 4 mots de passe. Des API pour la maison connectée, des API pour le paiement. Donc voilà, ces API. Une demande d'Apple extrêmement forte, utiliser le langage Swift. Ils ont un nouveau langage. C'est pas par hasard qu'une application Android prend 2 fois plus de place mémoire qu'une application Apple. Parce que, pour des raisons techniques, les langages compilés d'Apple sont très compacts. Donc, amener ce savoir-faire. Et IBM, nous, qu'est-ce qu'on va amener? La connaissance métier, donc c'est des consultants métiers, et surtout les capacités d'amener de l'analytics au point d'impact. Et je vous donnerai un certain nombre d'exemples. Et bien sûr, se connecter au système d'entreprise. Bon, voilà. Aujourd'hui, la part de marché d'Apple dans l'entreprise, c'est plus de 50%, autour de 50%, beaucoup plus élevé. Donc, l'un du succès, ça sera d'abord de résoudre des problématiques métiers. Quand je vous ai parlé des designers et de la façon dont on fait les produits, aujourd'hui, on ne fait plus ces listes de features, on fait des hills, on fait des collines. Et la colline, c'est une phrase qui exprime une problématique métier. L'utilisateur doit vouloir faire ça, ça, ça et ça. Donc on va partir de ces problématiques métiers. Bien sûr, il y aura de l'analytics. Parce qu'aujourd'hui, sans data, c'est peut-être même plus important que les processus, les data. Enfin, il faut les deux. Des choses qui sont d'abord faites pour le mobile, c'est-à-dire c'est pas une adaptation d'un site web, c'est mobile first. Donc écrit from scratch, dans ce nouveau langage Swift, avec ces nouveaux API, pour des problématiques métiers. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre sur le marché? Je vais les détailler. D'abord, des solutions métiers. Aujourd'hui, il y en a 100 qui sont en développement. Les premières, elles sortent dans le mois qui vient, vous allez les voir. Après, une plateforme. Je vous dis, il faut une plateforme pour connecter ces mobiles, les sécuriser, engager, amener de l'analytics. Voilà, cette plateforme-là, avec des moteurs de processus sur le device, de l'analytics sur device. Des offres, quand même, il faut quand même gérer ces devices. Donc, des offres où, finalement, on veut débarrasser l'entreprise de la lourdeur. Donc, achetez-moi 3000 iPhone ou iPad. Donc, on vous les livre, on vous les active, on vous les sécurise, et tout ça pour un coût tous les mois, mensuel par device. Donc voilà, une problématique globale, on la résout. Et puis l'Apple Care. L'Apple Care, c'était très orienté, donc la maintenance des problèmes utilisateurs, c'était très orienté consommateur, donc s'associer avec nous pour que, s'il y a des interventions sur site, ça soit IBM qui le fasse. Je vais passer vite sur les solutions métiers. 2 types de solutions, des apps spécifiques, et puis la capacité à se coupler à un SAP, un ERP SAP, un ERP Oracle, et amener des applications métiers spécifiques pour ces environnements-là. Beaucoup des systèmes d'engagement, le système transactionnel SAP, il fait un certain nombre de choses, mais le compléter par des applications. Alors, quelles applications arrivent là dans les semaines à venir? Eh bien, le gestionnaire de fortune, bancaire, voilà. Gestionnaire de fortune. L'idée, c'est sur son device, il va avoir de l'analytics avancé, des systèmes cognitifs. Je connais mon client, j'ai analysé au fil du temps ses réactions, il aime le risque, il s'intéresse aux startups, voilà, il a un certain nombre de problématiques. J'ai mon portefeuille de produits et avoir des systèmes qu'on ne programme pas, mais qui font des recommandations.
à l'agent bancaire. Bon, plus d'autres applications. Dans le retail, le gestionnaire de magasin, pour qu'il ait en permanence face au client la disponibilité des produits dans son magasin, la disponibilité des produits dans les magasins autour ou sur le site web, et qu'il puisse opérer des actions sans avoir à revenir à l'arrière du magasin. Dans l'assurance, on l'a vu ce matin, dans des applications de ce type, télécommunications, gouvernement, je vais les sauter. Il y en a qui sont intéressantes, qui sont très innovantes. Par exemple, le Mobile Flight Crew, c'est la capacité pour les hôtesses dans l'avion, en fonction d'un retard, l'avion est en train de prendre du retard, d'avoir les informations sur les passagers, d'aller voir le passager, de lui dire, écoutez, vous avez une correspondance à tel endroit, on ne va pas y arriver, et de faire on the spot dans l'avion, bon, bien sûr il faut se connecter, de réorganiser la suite du voyage et la correspondance du passager. Donc ça, c'est des choses nouvelles qui changent les métiers, puisque l'hôtesse, aujourd'hui, dans l'avion, n'est pas habituée à faire ça. Pour le pilote, bon là on va voir si ça fonctionne, c'est être capable d'amener des systèmes prédictifs météo, consommation de carburant de l'avion, état de l'avion, pour aider le pilote au moment avant le vol, de prendre un certain nombre de décisions sur son vol, sur sa trajectoire, sur la quantité de kérosène à embarquer et autres. Donc on voit que c'est quand même des problématiques extrêmement métiers conçues avec des utilisateurs d'ailleurs. Bon, la deuxième vague, ça va être d'attaquer d'autres marchés, la santé, le CPG, la formation, chimie, pétrole, voilà, 150 applications. Je vais passer sur l'Internet des objets. Il me reste que 3-4 minutes. Bon, un autre sens, effectivement, là aussi, il faut parler de cas d'usage. Les cas d'usage, on les a, nous, catégorisés en 4 parties. La monétisation, c'est-à-dire, finalement, le paiement à l'usage. Ou le paiement on the spot. Donc ça, il y a beaucoup de projets dans toutes les industries, dans tous les domaines qui vont se dérouler avec ça. Bien sûr, il y a l'optimisation et tout ce qui est prédictif. On a créé une alliance avec Airbus, puisque l'Internet des objets, ça va de l'avion et du moteur d'avion. On a une alliance avec Airbus pour analyser les données des vols et en faire un business. Avec Pratt & Whitney sur les réacteurs d'avion, pareil. Faire le prédictif, c'est pas si simple. Pratt & Whitney, ils nous disent, nous, on avait déjà énormément d'informations sur nos moteurs, mais passer au mode prédictif sur les pannes d'un système aussi complexe qu'un réacteur, eh ben, c'est pas si simple que ce qu'on pouvait penser. Il y a différents algorithmes, et on peut pas s'amuser à réparer une pièce alors qu'il n'y avait pas de raison de la réparer. Bon, bien sûr, on va étendre, on l'a vu dans l'exemple précédent, étendre la connectivité dans la maison, dans la voiture et autres, et puis quand même contrôler. Ça va être un moyen de contrôle. On ne le met pas trop en avant, cet aspect-là, mais il a quand même son importance. Alors, si on regarde plusieurs exemples, on aurait pu illustrer par différentes industries. J'avais vu qu'il y avait plusieurs assureurs aujourd'hui, donc j'ai pris l'assurance. En 3 ans, les attentes des consommateurs américains vis-à-vis de l'assurance basée sur l'usage, donc avoir des capteurs qui mesurent, par exemple sur un véhicule, comment vous utilisez le véhicule, comment vous conduisez. Il y a 3 ans, ils étaient très réticents. L'année dernière, l'enquête, à 80%, les utilisateurs étaient partants. Alors, ils étaient partants, ça tombait bien parce que les assureurs, ils sont très menacés. Beaucoup d'autres personnes pourraient offrir de l'assurance. Constructeurs automobiles pourraient offrir de l'assurance. Beaucoup d'autres entrants pourraient offrir de l'assurance. Donc, à partir du moment où le consommateur est partant pour avoir de l'assurance basée sur l'usage, une des questions d'un assureur, c'est de se dire, OK, je vais avoir un certain nombre de compétences sur le véhicule connecté et le mode de consommation, mais je pourrais, sur la base de ces compétences, attaquer des nouveaux marchés. Des marchés industriels, offrir des services de gestion de taxi, de véhicules agricoles, faire du géofencing, les jeunes, les seniors. Donc, attaquer de nouveaux marchés, le marché de l'assurance va être attaqué, eux aussi, ils doivent être en mode offensif. Pour conclure, l'accord avec Apple, c'était un premier exemple. Et puisque j'ai parlé d'écosystème, c'est quelque chose qui va se mettre en place de plus en plus. Donc on a annoncé, c'était dernière semaine d'octobre, un autre accord avec Twitter, et là sur l'exploitation de la donnée. Et ça va aussi avec les données connectées. Le président de Twitter est venu sur scène en disant, écoutez, nous, on n'arrive pas à monétiser notre service, ils perdent de l'argent tous les trimestres. La seule voie de monétisation,
peut-être la pub, mais une des grandes voies de monétisation, c'est l'exploitation de la donnée. Et au départ, ils étaient un peu sceptiques eux-mêmes. Ils nous ont donné l'exemple d'un client, c'était un fabricant de friteuses industrielles, qui a dit, je viens vous voir, Twitter, je voudrais voir si avec les tweets sur le marché américain, on va pouvoir détecter des friteuses industrielles, donc en gros dans les fast-foods, qui sont mal réglées, où la résistance ne marche pas. Même Twitter leur a dit, écoutez, vous êtes gentils, mais on ne pense pas que beaucoup de gens tweetent sur les frites. Erreur. Erreur. Avec des gens qui sortent d'un fast-food et qui disent à leurs amis, oh, j'ai mangé là, c'était dégueu, les frites, elles étaient molles. Eh bien, ils ont corrélé tout ça, ils ont fait de l'analytics, ils sont ensuite allés voir la friteuse, effectivement, elle était déficiente. Ils pouvaient la réparer. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les données que l'on a sur notre mobile, le tweet, c'est surtout sur le mobile que ça se passe, les exploiter et en faire un métier, c'est-à-dire sortir des solutions banque, assurance, finance, retail, basées sur Twitter, et aussi amener du conseil, sachant que les flots de données sont gigantesques. Finalement, chaque device, même si c'est 10 tweets par jour, ça génère beaucoup de choses. Voilà, la transformation démarre aujourd'hui. Je vous remercie.